Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre ce combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Serif Alassane Diao, secrétaire général du conseil départemental de Vélingara. Bonjour M. Diao. Merci et bonjour M. Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Ramadan Moubarak. Alhamdulillah, je vous souhaite pareillement. Alors, M. Diao, très rapidement, aujourd'hui, le Sénégal enregistre 83 cas positifs du Covid-19, donc 15 décès. Alors, quelle est votre lecture là-dessus? Bon, c'est une lecture quand même assez lucide. Donc, c'est vrai que par rapport à certains États où vraiment l'impact est très ressenti, nous sommes très en deçà. Mais par rapport à nos moyens et au niveau sanitaire et au niveau économique, c'est assez inquiétant. Parce que nous savons qu'ici en Afrique, il est difficile de canaliser les gens au niveau comportemental également, donc il y a beaucoup à faire. Donc si les cas se multiplient de plus en plus, il y a de quoi s'inquiéter et c'est normal en tout cas qu'on commence à tirer la sonnette d'alarme pour vraiment dire stop et qu'on puisse multiplier en tout cas les efforts pour arrêter en tout cas cette progression exponentielle. Alors, M. Diao, vous parlez tantôt de sensibilisation de comportement. Alors, vous savez, depuis le début de la pandémie, tout le monde est sur le terrain pour la sensibilisation dans l'effort de guerre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le message passe finalement? Parce que toujours les gens, bon, il y a les mêmes comportements qui restent, qui sont adoptés toujours dans la société. Et qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Oui, moi je crois que le message est bien passé parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde actuellement qui ne connaît pas ce qui veut dire coronavirus ou Covid. Donc c'est une pandémie qui est très répandue et qui est connue de tous. Même les petits-enfants savent c'est quoi le coronavirus. Tout le monde sait que c'est une maladie, vraiment une pandémie qui fait beaucoup de ravages. Mais malheureusement en Afrique, je crois qu'il y a une prise de conscience qui manque. Vraiment les gens ne prennent pas très au sérieux la maladie. D'accord. Bon, comme souvent les gens disent que la maladie ne tue que les personnes âgées. Donc je vois que les gens ne prennent pas très au sérieux la maladie. D'accord. Monsieur le secrétaire général, il y a une semaine de cela, notre département Vélingara a enregistré 17 cas. Hier c'était 4 cas, aujourd'hui 0 cas. Alors vous, quelle est votre lecture? Bon, personne ne peut se réjouir que la maladie puisse accéder vraiment à notre département. Oui. Au début, on a resté un mois, il y avait 0 cas à Vélingara alors qu'ailleurs ça faisait des ravages. Oui. Bon, comme vous le constatez, Vélingara a un statut particulier. Oui. Nous sommes un département unique qui partage frontières avec 3 États. Oui. Donc, vu la porosité de nos frontières et l'étroitesse de nos effectifs, oui, pour vraiment encadrer tout ça, nous n'avons pas pu vraiment empêcher nos voisins de faire le chemin vers le Sénégal. Et malheureusement, le premier cas est un cas importé. Il nous est venu d'un pays voisin. Et c'est ça qui est regrettable. Et ce cas-là est en train de faire des cas contacts. Et cette personne a eu malheureusement contact avec beaucoup de gens avant qu'elle soit en tout cas détectée positive. D'accord. Tantôt vous parlez de porosité des frontières. Alors le conseil départemental coiffe 14 communes dans le département de Vélingara. Alors quel est le rôle que devrait jouer le conseil? Ou bien quel est le rôle que joue le conseil dans l'effort de guerre? Oui, bon, nous, à notre niveau, parce que, comme vous le savez, le conseil départemental a des fonds
qui viennent exclusivement des fonds de dotation et des fonds de concours. Donc nous n'avons pas de ressources propres, donc nous faisons avec ce que l'État a décidé de nous allouer. Bon, donc avec nos maigres ressources, parce que si nous enlevons les salaires, nous avons qui occupent presque 80% de nos charges. Donc le reste que nous avons à gérer pour toute l'année. Les salaires du personnel? Oui, le salaire du personnel. Okay. Si on enlève les salaires du personnel dans les charges de fonctionnement, il ne nous reste pratiquement pas grand-chose. Mais avec ce peu, on est en train d'appuyer en tout cas tous ceux qui s'agitent et qui vraiment appuient la lutte contre le Covid-19. D'accord. Et pouvez-vous revenir en matière de bilan en chiffres, ce que vous avez pu faire? Bon, pour le moment, on a fait des actions ciblées. Et progressivement, donc nous sommes en train, de chaque semaine ou chaque 2 semaines, nous faisons une action. Donc nous avons d'abord commencé, notre première action, c'était les actions d'hygiène. Nous avons acheté des kits d'hygiène et que nous avons vraiment alloué aux différents daras. Nous avons équipé 55 daras. Bon, nous avons accompagné certains organes de presse aussi et le conseil départemental. Donc, on a acheté des lave-mains, du savon, du javel et des gels alcooliques pour accompagner en tout cas les usagers pour qu'ils puissent en tout cas réunir les minimums de conditions d'hygiène. Accompagner les maîtres coraniques. Parce que nous savons que les talibés, en tout cas, étaient des gens qui étaient ciblés, qui faisaient le tour des maisons et qui circulaient et qui pouvaient propager la maladie. On a jugé bon quand même de les appuyer. Donc nous avons acheté du riz, de l'huile, du sucre et du lait que nous avons mis à la disposition de 8 daras qui sont là reconnus dans la commune de Vélingara. D'accord. Bon, la troisième action que nous avons à faire, c'est un appui à l'endroit du comité départemental. D'accord. Donc notamment le préfet. Nous avons apporté un modeste soutien financier à hauteur de 500 000 francs. D'accord. Donc, quatrième action que nous allons faire, c'est un appui à l'endroit des impactés. Bon, vous savez que les impactés directs du Covid sont nombreux. Mais nous avons commencé d'abord par les cochers, nous avons commencé par les photographes, les acteurs culturels, les griots et autres. Bon, les Gaulos, les Wambabé, etc. Donc ça, c'était une cible qui était vraiment très affectée. On a acheté du riz, de l'huile et du sucre que nous avons mis à la disposition de 200 personnes. Nous avons fait une autre action. Bon, ça c'est une action qu'on a faite la semaine dernière, c'était à l'endroit des forces de sécurité et des services de santé. Nous avons doté ces forces de sécurité de 1200 litres de carburant que nous avons répartis entre 6 services. Donc c'est la police, la gendarmerie, la BMS et les sapeurs-pompiers et les services d'hygiène, en plus du service de santé, le district de santé. D'accord. D'après ce bilan que vous venez d'étaler sur table, il y a d'autres qui critiquent, qui disent qu'on ne parvient pas à distinguer si c'est Barry en tant que président du conseil départemental ou bien Barry en tant que politique. Mais vous, en tant que secrétaire général, quelle est la réponse que vous apportez sur là-dessus? Bon, en tout cas, moi, ce que je viens d'annoncer, ça c'est des fonds du conseil départemental. Donc, il a agi en tant que président du conseil départemental. Maintenant, le président lui-même, il s'est engagé, en dehors du conseil, de faire des actions à titre personnel. Je crois que vous l'avez suivi, il a accompagné les taxis, en tout cas tous ceux qui sont dans le secteur du transport, que ce soit les chauffeurs du garage, les clandos, les taxis. Il a enlevé, je crois, sur fonds propres un montant de 4 millions et quelques qu'il a voulu mettre à la disposition de ces personnes qui sont vraiment impactées. Donc, en dehors du conseil, parallèlement, il fait des actions, ça c'est à titre personnel, donc qui n'ont rien à voir avec les activités du conseil. Mais moi, ce que je viens de lister, c'est des actions. Est-ce que les activités du conseil ne se fondent pas dans la politique du président Barry? Parce que vu que la manière dont on communique les choses à travers les réseaux sociaux, on ne parvient pas à distinguer si c'est Barry du RCD ou Barry président du conseil départemental. Est-ce que ça ne pose pas problème aussi, la manière de communiquer les choses? Bon, nous, à notre niveau, ça ne pose pas problème, parce que nous, tous les dons que nous faisons au niveau du conseil passent par moi et se font au siège du conseil départemental. Tous les dons que Barry lui-même fait à titre personnel se font chez lui à domicile, donc les gens peuvent faire nettement la part des choses. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de faire de l'amalgame ou des gens qui sont mal intentionnés, parce que certains comprennent très bien, ils font de l'amalgame. Mais si on voit les hommes de Barry dans tout cela aussi, dans le partage de ce que le conseil départemental a pu faire.
Bon, là, est-ce que c'est pas donner raison à ces gens-là? Oui, attendez. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir des gens qui sont avec le président Barry, autant au Conseil qu'au RCD. Parce que lui, il a un parti. Il a des militants qui sont avec lui. Quand il organise une activité de parti, ces gens-là sont là, c'est des responsables, mais c'est des élus au niveau du Conseil départemental. Par exemple, le président Diaby, quand vous le voyez ici, il n'y a aucun membre du bureau qui est à Vélingara. Ni le président, ni le premier vice-président, ni le deuxième. M. Diaby est un membre du RCD. Il est un responsable du RCD à côté du président Barry, mais au niveau du conseil, actuellement, si le président n'est pas là, les autres membres, c'est lui qui fait office de président. Donc, s'il y a un don qui est organisé par le conseil, c'est normal qu'on puisse voir Barry, qu'on puisse voir un certain Ibou Diaby ou Ridjalo et autres, qui sont tous des militants du président également. Mais moi, je suis toujours là à côté, pour montrer un peu la neutralité, parce que ça, c'est de l'argent public, mais qui n'appartient pas à Barry, mais il est là pour tout le monde. La preuve, les gens que je viens de citer, tous les bénéficiaires là ne sont pas du RCD. Nous, quand on fait nos dons au niveau du conseil départemental, on le fait sans distinction de parti. Donc les forces de sécurité, je crois que personne ne peut nous reprocher d'avoir donné la police ou la gendarmerie, ça c'est pas RCD. Voilà, donc parmi les photographes aussi, on a fait la liste de tous les photographes. Donc les photographes, qu'ils soient RCD, qu'ils soient du Réumi ou de notre parti, nous on a donné sans distinction. Voilà. Depuis le début de la pandémie, on voit que beaucoup de leaders, que ce soit politiques, que ce soit administrateurs, reviennent chez eux pour assister, pour être auprès de leur population. Alors, vous, le président Barry, président du conseil départemental, on ne le voit pas, bon, on ne comprend pas pourquoi il est toujours à Dakar et il n'est pas revenu à Vélingara. Ça s'explique également hein, parce que il faut savoir que Barry aussi n'est pas que politicien. Il est avant tout d'abord un fonctionnaire de l'État. Il a des responsabilités au niveau central. Donc les appuis qu'il fait ici, même s'il n'est pas là, sa main est là. Et ces hommes sont là. C'est pour ça qu'on demande aux gens de déléguer les pouvoirs. Parce qu'on a des adjoints, ce n'est pas pour rien. Il a des adjoints qui sont présents. Son secrétariat général est là, il fonctionne. Donc les membres du bureau sont là. Donc s'il n'est pas là, je crois que ça n'a pas empêché au conseil départemental de faire les actions qui devaient se faire. Qu'ils soient là ou pas, je crois que les actions sont arrivées là où elles doivent arriver et le président, c'est lui qui nous instruit. Tout ce que nous faisons, on le fait à son nom et on le fait vraiment par sa volonté. Donc, on peut dire que c'est lui qui est là physiquement, mais nous, on parle, c'est lui qui nous prête peut-être la parole. Moi, je parle actuellement, mais je peux dire que c'est lui qui m'a prêté la parole, donc c'est moi, bouche, ma personne, mais c'est Barry qui parle. Quelle est votre relation avec les différentes communes, avec les maires, les maires voilà, dans le département? Une relation parfaite. Bon, c'est vrai que le conseil départemental est une institution, mais on ne représente pas l'exécutif départemental. Parce que c'est le préfet qui représente l'exécutif et qui représente le président de la République et tous les ministères. Donc nous, à côté, on a une institution aussi de l'État, un démembrement de l'État. Donc à ses côtés, nous faisons des actions républicaines. Maintenant, dans ce fonctionnement, nous avons des implications avec les différents maires du département parce que nous intervenons dans chacune des communes de ce département. Maintenant, nous faisons des actions quelquefois qui ne sont pas concertées avec les maires, c'est vrai, parce qu'il faut savoir aussi que c'est des élus. Ils sont d'obédience politique différente, ils peuvent ne pas être en phase. Donc, comme il n'y a pas de hiérarchie entre le conseil départemental et les maires, il n'y a pas d'obligation de suivre ce que le président fait. Même dans ce contexte de guerre communautaire aussi, puisque même le président de la République a appelé la France de l'opposition pour une communion en quelque sorte. Est-ce que... Oui, il y a une unité d'action. Parce qu'actuellement, chacun des maires est en train de faire dans sa commune. Le président aussi est en train de faire au niveau départemental et est en train d'agir aussi dans les différentes communes à la hauteur de ses moyens. Maintenant, comme vous l'avez dit, il n'y a pas une réunion concertée entre le maire et le président du conseil départemental pour faire des actions communes. Ça n'a pas été fait, mais je crois que ça, on ne peut pas le reprocher aussi au président. C'est lié à des problèmes politiques? Non, je ne peux pas dire que c'est lié à des problèmes politiques, parce que nous, quand on nous a installés tout au début, le président avait initié une rencontre, il avait fait appel à tous les maires pour qu'on puisse créer un organe qui allait vraiment nous permettre de nous retrouver par mois ou par 2 mois pour discuter des questions qui dépassent les communes et qui peuvent entrer dans le cadre de l'intercommunalité. Malheureusement,
ça n'a pas abouti, parce que comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de maires qui ne résident pas dans le département ou qui ne sont pas souvent ici. Quand on tenait les réunions, c'est des adjoints qui venaient ou des conseillers simples qui ne pouvaient pas prendre des engagements. Donc ça n'a pas abouti. On a fait une réunion, deuxième réunion, après on a programmé à Kanyai, ensuite Djaoubé, mais les gens n'ont pas répondu et ensuite on n'a pas continué. Bon, je ne peux pas dire que c'est pour des raisons politiques, mais en tout cas, au constat, on sait que ça n'a pas du tout, en tout cas, donné. D'accord. Voilà. Monsieur le secrétaire, sur le plan sanitaire, aujourd'hui, on sait nettement qu'en cas de situation incontrôlable, l'hôpital de Vélingara ne pourra pas accueillir tous les malades du Covid-19. Est-ce que aussi ce n'est pas une faute au conseil départemental aussi, puisque les pouvoirs sont, comme vous l'avez dit tantôt, sont délégués au niveau local? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas votre rôle de rehausser le plateau technique de l'hôpital de Vélingara? Vous savez, en matière de compétences transférées, les niveaux sont séparés. Parce qu'actuellement, le conseil départemental a compétence d'agir dans les hôpitaux de niveau 1 et niveau 2. Il n'y en a pas dans notre département. Donc normalement, nous, si on doit aider ou on doit agir, c'est au niveau de l'hôpital régional de Kolda. On ne doit pas agir dans le département. Mais comme nous sommes là, et on a une compétence générale, nous accompagnons le centre de santé de Vélingara et certains postes de santé. Vous savez que nous avons apporté du matériel ici, beaucoup de matériel au niveau du district de santé, et nous ne cesserons de les accompagner. On les accompagne en carburant et d'autres possibilités que nous avons. Mais on vous reproche d'avoir abandonné Vélingara pour partir à Nemataba, faire là-bas, construire là-bas un hôpital. Est-ce que vous pouvez aussi éclaircir ces choses-là aussi? Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Parce que ces projets-là ne viennent pas du conseil départemental. C'est les populations d'abord, elles viennent des populations. C'est la diaspora de Nemataba, des ressortissants de la commune de Nemataba qui sont établis en France, qui ont réfléchi, qui ont rédigé un projet, qui ont contacté le PAESD, et le PAESD les a dit qu'on est OK pour vous accompagner pour le financement de ce projet, mais vous choisirez une association à la base qui va porter le projet. Donc c'est un projet qui est porté par la diaspora de Nemataba établi en Europe. Appuyé par le conseil départemental? Non, ils nous ont sollicité au moment d'apporter un soutien parce qu'ils étaient confrontés à un problème d'apport. Ils devaient apporter 25% du montant. Malheureusement, ils ont mobilisé jusqu'à 30 millions. Ils avaient besoin de 10 millions. Ils ont fait appel au conseil départemental pour les accompagner. Nous avons subventionné cette association pour compléter son apport pour pouvoir mettre un centre, en tout cas un poste de santé de dernière génération à Nemataba. Et chaque fois que nous le pourrons, nous le ferons parce que ça c'est pour l'intérêt des populations en général. Et nous ne regretterons pas parce que ce poste-là, s'il est prêt, je crois que même des populations de Vélingara peuvent migrer vers Nemataba pour aller vraiment se soigner et se consulter. D'accord. Alors, autre chose sur le plan éducatif aussi, on voit que ces temps-ci, il y a trop de polémiques sur la réouverture des salles de classe. Est-ce que c'est possible de réouvrir les écoles ici dans le département de Vélingara, vu la vulnérabilité des écoles, vu la réalité des écoles ici dans le département de Vélingara? Quelle est l'analyse que vous faites sur là-dessus aussi? Bon, parce qu'au niveau de l'éducation, je crois que ça ne sera pas une mesure unilatérale. Le ministère, notamment, qui a la décision d'ouvrir ou de fermer les écoles. Donc le ministre, en tout cas, a émis un souhait, c'est de faire ouvrir les écoles, je crois, le 2 juin. Ils sont en négociation avec les syndicats. Bon, nous, on a notre appréciation au niveau du département parce que la situation n'est pas du tout très favorable. Bien que la commune qui est impactée n'a pas beaucoup d'écoles, mais quand même, la réouverture de ces écoles-là, en tout cas, peut poser problème. Mais quand même, nous restons à l'écoute parce que les autorités ont plus d'informations que nous et je crois qu'ils prendront le bon avis et la bonne décision. Dans le département de Vélingara, il y a certaines CM, il n'y a que des abris provisoires qui sont là-bas. Et je sais qu'aussi, 2 juin, certainement, il y aura la pluie qui commence dans notre zone. Est-ce que aussi ça, ce n'est pas une entrave de retrouver les écoles aussi? Oui, ça c'est un problème réel parce que, comme vous l'avez dit, le contexte de Vélingara est particulier, notamment le sud, parce qu'il y a beaucoup d'abris provisoires et l'hivernage s'installe très tôt chez nous. Donc reprendre les cours le 2 et faire des examens au mois d'août, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut que les élèves aussi et les professeurs s'adaptent. Parce que nous avons vu des pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont là, mais il pleut presque 8 mois sur 12 ou il pleut 10 mois sur 12. Donc les gens, ils font avec. Il faut que les Sénégalais aussi commencent à s'habituer à apprendre sous la pluie et à prendre les mesures
pour pouvoir se déplacer et faire des cours avec la pluie. D'accord. Ouais. Vous, en tant que conseil départemental, est-ce que vous faites des rapports pour envoyer ça au niveau national pour les dire que voici les manquements du département de Vélingara, surtout sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire et sur d'autres plans aussi? Est-ce que vous le faites? Oui, nous le faisons. Parce que d'abord, il y a le préfet qui a créé une commission. Nous nous retrouvons, c'est pour examiner les affaires municipales. Nous nous retrouvons tous les 2 mois pour parler des affaires municipales. Chacun évoque les problèmes et on les centralise et on envoie. Mais nous, quand même, par rapport aux secteurs qui sont décentralisés, nous faisons des regards, nous observons, nous faisons des analyses et nous envoyons à l'autorité qui la retransmet au niveau central. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Madame et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Serif Alassane Diao, secrétaire général du conseil départemental de Vélingara. Alors, monsieur le secrétaire, toujours dans la distribution des vivres, l'aide alimentaire, je veux dire par là, et qui crée beaucoup de polémiques, est-ce que vous êtes impliqué dans le comité départemental? Oui, nous sommes représentés dans le comité départemental. Il y a un élu qui nous représente et qui assiste régulièrement aux réunions. Et il vous fait un compte rendu par rapport au choix des listes? Oui, bon, je crois qu'ils sont réunis 2 fois. La dernière réunion, c'était hier. C'était pour la validation. Je crois que pour le moment, il m'a dit que tout se passe bien dans l'ensemble. Il y a eu quelques problèmes au niveau des listes qu'ils ont en tout cas reçues de Dakar, parce qu'il y avait des doublons, il y avait des manquements en tout cas qui avaient été notés par-ci et par-là. Mais comme l'État avait prévu de faire des compléments, je crois qu'ils ont pu corriger quand même beaucoup de manquements. Maintenant, ils ont fait des observations aussi pour certains, parce que l'État avait donné des instructions fermes pour qu'ils ne puissent pas soustraire certaines personnes. Même si c'était des fonctionnaires, il fallait laisser, mais le notifier après. D'accord. Avant de venir au complément dont vous parlez, il paraît qu'il y a des fonctionnaires qui y figurent dans les listes, sur les listes des bénéficiaires des bourses, de l'aide alimentaire. Est-ce que vous le connaissez, vous le constatez qu'il y a des fonctionnaires qui y figurent? Bon, nous avons appris, moi j'ai eu l'information à travers la radio. Bon, j'ai approché certains membres de la commission qui ont confirmé, mais ils ont pris quand même les dispositions. Pour ceux qui étaient, en tout cas les concernés, ils les ont mis en observation pour signaler à l'autorité ces manquements-là. Bon, il y a certains qui étaient sur la liste, c'est après qu'ils sont devenus fonctionnaires. Après? Donc, oui, c'est après. Il y en a peut-être qui ont triché et qui se sont retrouvés dans les listes, mais tout ça a été décelé et ils ont relevé tous ces manquements. L'autorité peut-être va transmettre et ils vont prendre les mesures qui s'imposent pour en tout cas régler la situation. Et pour le complément, comment ça se fait sur le terrain? Puisqu'on dit qu'il y a des chefs de quartier qui sont dedans, il y a les imams, il y a le curé, il y a des représentants des associations. Est-ce qu'il y a de la transparence là-dessus? Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de politiser ce soir au niveau des quartiers aussi? Bon, théoriquement en tout cas, les comités sont composés de sorte qu'il ne peut pas y avoir de magouille et de parti pris. Parce que comme vous l'avez dit, il y a effectivement des délégués de quartier qui sont choisis forcément par les maires. Donc c'est des gens qui sont en tout cas collés aux maires et qui en tout cas sont leurs représentants dans les quartiers. Mais il y a les Badianogor, il y a des gens de la société civile, des directeurs d'école, les curés, les marabouts, le conseil de la jeunesse, les jeunes. Donc toutes ces couches de la population sont représentées. Donc normalement, il ne doit pas avoir de problème pour ces choix-là. Est-ce qu'aujourd'hui le Covid-19 ne dévoile pas la vérité de notre politique, c'est-à-dire la politique de nos dirigeants en quelque sorte? Parce qu'aujourd'hui, à l'espace de 3 mois, 4 mois, on a vu que notre économie a chuté. On espérait avoir 6,8%, aujourd'hui on parle de 3%. Est-ce que ce n'est pas une faillite politique? Nous, nos économies sont fragiles. Nous avons des États qui sont en voie de développement, notre croissance est en train de faire des bonds depuis quelques années, mais quand même il faut savoir que ça c'est très fragile. Donc nous avons une économie qui est forcément dépendante, par exemple si vous prenez l'agriculture, dépendante de la pluie, et la pluie nous ne maîtrisons pas, parce que nous ne maîtrisons pas tous les facteurs qui en tout cas soutiennent notre économie. Si on ne maîtrise pas la pluie, on ne peut pas dire qu'on maîtrise l'agriculture. Donc c'est une économie qui avait commencé à avoir une croissance un peu positive, mais effectivement, comme vous l'avez dit, ce Covid-là montre que c'était une croissance fragile. Et maintenant, il y a aussi des discours politiques. Là aussi, il faut le reconnaître, parce qu'on nous parle souvent de croissance à des chiffres élevés. Est-ce que ce n'était pas un discours politique finalement? Je ne sais pas trop aussi, je ne veux pas parler des choses que je ne maîtrise pas, mais quand même, bon, on sait que le Covid aura un impact réel, parce que déjà,
Avant le Covid, on sait dans quel état nous étions. Pendant le Covid, on sait déjà que nous sommes presque à genoux. Et après le Covid, on va évaluer pour savoir là où nous sommes. Mais il est certain que le Covid aura un impact économique très négatif sur notre économie. Et il nous donnera le vrai visage de nos dirigeants aussi. Oui, bon, parce que ça c'est une appréciation. Hein. Parce que moi je ne veux pas après entrer dans les appréciations des hommes politiques, parce que moi je suis de la société civile, mais on ne peut pas se prévaloir, être plus amoureux du pays que les hommes politiques. Parce que c'est des hommes comme nous aussi. Maintenant, on n'a pas les mêmes choix. Eux, ils ont choisi une voie pour aider les gens à se développer. Nous avons choisi une autre. Mais je ne peux pas dire qu'eux, ils sont sur la mauvaise voie. Parce que souvent, les gens pensent que les hommes politiques, c'est des gens qui sont mauvais, c'est des gens qui savent mentir, etc. Et ça, c'est une connotation très négative qu'on les colle. Mais quand même, il y en a parmi eux des gens qui sont des grands cadres, qui sont très lucides et qui sont vraiment attachés à leur terroir et qui font beaucoup de choses. Qui n'ont pas besoin même de poste politique pour aider. Qui ont aidé avant d'être dans la politique et qui continuent à le faire. Donc nous, on ne peut pas faire plus que ces gens-là. Très bien, M. Diao. En 2017, le président Macky Sall nous parlait d'autosuffisance alimentaire, surtout en riz. Et aujourd'hui, on voit nettement que l'aide alimentaire, le riz est importé. Là aussi, est-ce que ce n'est pas une faute politique, une déception politique? Parce qu'aujourd'hui, on aurait dit tout le riz qu'on a importé là, on aurait dû l'acheter à l'intérieur du pays, à travers la vallée du Sénégal, le bassin de Anambé. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça aussi. Oui, ça aussi, je crois que c'est au niveau de la politique agricole. Il faut peut-être revoir. Bon, je sais que l'État est en train de faire des efforts parce que depuis qu'on a lancé l'autosuffisance en riz au niveau du bassin, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Parce qu'au niveau de la demande déjà, si vous allez dans le secteur 5 ou le secteur 2, pendant que 100 personnes étaient là, maintenant, ils ont une pression tellement forte qu'ils ne peuvent pas la satisfaire. Donc la production a multiplié par 5 et tout ça. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Mais quand même, il faut dire que pour moderniser cette agriculture-là, il nous faut du matériel. Il faut un accompagnement financier consistant pour aider nos producteurs à avoir les moyens de production. Parce que si on n'a pas les financements, on n'a pas la semence, les semences certifiées, on n'a pas de l'engrais, on n'a pas tous les intrants, on n'a pas les machines et pour vraiment faire cette agriculture et la transformer. On va toujours être à un niveau vraiment où on sera dépendant. D'accord. Alors, vu tous ces contextes-là, est-ce qu'aujourd'hui n'est pas temps de repenser vers l'économie numérique? Parce qu'aujourd'hui on parle de travail de visioconférence, on voit que même les présidents de la République font leurs réunions à travers des visioconférences. Est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui de favoriser le numérique? Oui, je crois que le président, heureusement, le président l'a pris cette année quand il a reçu les maires, les élus du Sénégal, les maires et les présidents de conseil départemental. Il avait mis l'accent sur deux aspects, c'est-à-dire le PSE vert et le PSE numérique. Donc il a cette intention, il avait la vision. Et au niveau départemental, nous cette année quand on élabore notre budget, le président Barry avait attiré l'attention des conseils. Il avait dit que le conseil départemental de Vélingara voulait miser sur le PSE vert et le PSE numérique. Je crois qu'au moins le président a eu le truc d'anticiper, parce qu'il faut effectivement aller vers l'informatique. Bon, nous, en tout cas, par rapport à ça, on compte cette année dans notre budget doter, en tout cas, les collèges de machines, d'ordinateurs, les accompagner dans les connexions Internet et vraiment aller carrément dans le numérique. Ça, c'était une décision qui avait été prise avant le Covid et nous comptons en tout cas s'y mettre pour vraiment la réaliser cette année. D'accord. Alors, Monsieur Serif Alassane, toujours dans ce même sens-là, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas parler de, comment dirais-je encore, de retourner vers, c'est-à-dire l'agriculture aussi, parce qu'on a vu que le ministre Moussa Baldé a appelé aux jeunes de retourner vers la terre pour cultiver en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas un appel noble que les jeunes doivent prendre en considération? Ouais, moi je crois qu'il faut même féliciter le président de la République d'avoir choisi un des nôtres pour en faire le ministre de l'Agriculture. Ça c'est un signal très fort et c'est un symbole. Moussa Baldé que nous connaissons, c'est le ministre de l'Agriculture. Je crois que c'est pour inciter les jeunes de la région à vraiment s'investir carrément dans l'agriculture et montrer que c'est possible d'avoir l'autosuffisance. Même si on n'a pas l'autosuffisance au niveau du pays, mais au niveau de notre département, je crois que nous, on peut réussir ce pari-là. Et les jeunes
ils ont, en tout cas, c'est la force de travail. Parce que les adultes, on peut dire qu'ils ont l'intelligence et tout ça, mais la force de travail réelle, c'est les jeunes, c'est la population active. Donc les jeunes, ils doivent vraiment retourner vers l'agriculture, faire en tout cas de l'agriculture ou bien du maraîchage, ou faire de l'agroforesterie. Tout ça, c'est des choses qui marchent. Moi, en tout cas, c'est l'appel que je lance et je sais qu'au niveau du conseil départemental, on est prêt à accompagner ceux qui prennent des initiatives dans ces domaines-là. Ok, en tant qu'acteur citoyen, attendrez-vous à un compte rendu après le Covid-19, vu tout ce qu'on a dépensé dans le contexte du Covid-19, oui, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau local? Oui, en tout cas, moi je suis optimiste. Je sais qu'au niveau central, comme ici, je crois que les gens quand même, comme on nous incite à aller dans le truc de la transparence, je crois que les autorités vont faire des bilans parce qu'il y a eu un grand élan de solidarité qui s'est manifesté au niveau national comme au niveau local. Donc des bonnes volontés, des institutions, des ONG, vraiment spontanément ont donné leur apport et leur soutien. Donc en retour, je crois que les autorités vont faire une situation, ils vont dire comment ils ont dépensé l'argent, qu'est-ce qui reste, et cet argent-là va destiner à quoi. Je crois que les autorités sont conscientes. En tout cas, moi, je n'ai pas de doute qu'ils le feront. D'accord. Dernière question, le président de la République, Macky Sall, tout récemment a été mandaté par ses pairs pour plaider pour l'annulation de la dette africaine. Et en même temps, comment c'est possible cette double charge? Il lutte contre le Covid-19 dans son propre pays et il plaide pour une annulation de la dette. N'est-il pas un leadership qui est mis en jeu? Non, je crois que ce n'est pas un problème. Ça, c'est même un honneur pour le Sénégal. Parce que ça montre encore une fois que notre diplomatie est une diplomatie qui marche et sur laquelle vraiment l'Afrique compte. Je crois qu'il faut bâtir ça autour de Macky Sall, l'accompagner et l'aider à porter ce plaidoyer fort pour toute l'Afrique. Je crois que si notre président a été choisi par ses pairs, je crois que ça c'est un honneur pour tous les Sénégalais. Nous on doit l'accompagner, l'aider et lui apporter notre soutien pour qu'il puisse réussir en tout cas ce mandat-là et ce plaidoyer. Votre mot de la fin? Bon, c'est peut-être vous remercier, d'abord vous féliciter pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre depuis le début de cette pandémie. Je sais qu'avant cette pandémie, vous étiez en train de faire un travail déjà très appréciable, mais avec le Covid, vous êtes en train d'aller vers toutes les personnes ressources, toutes les autorités, et vous êtes en train de faire votre travail. En tout cas, comme il se doit. C'est le lieu quand même de vous féliciter, votre caméraman, toute votre équipe, le preneur de son, vous-même, le directeur de Gorel TV, pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre au niveau du département. Donc vraiment, le conseil départemental vous dit merci et Inch'Allah, on verra aussi dans quel moyen vous accompagnez pour améliorer votre travail. Je sais que les moyens sont modestes, vous n'avez pas beaucoup de moyens, nous aussi, mais on fera en tout cas en fonction de nos possibilités, vraiment on appuie pour voir comment vous aider à vous organiser mieux, à vous doter, à vous équiper davantage. Mais nous vous félicitons vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour le Covid et en dehors. Vraiment nous apprécions à juste valeur le travail que vous faites et nos compatriotes vous suivent ici au niveau local. Au niveau de la diaspora aussi, vous êtes très suivis parce que moi je reçois des échos. Donc c'est le lieu vraiment de vous féliciter et de vous remercier. Et je profite aussi de votre tribune pour féliciter toutes les bonnes volontés qui ont manifesté leur solidarité depuis le début de cette pandémie, au niveau local comme au niveau national. Féliciter nos autorités pour toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre, mais qui ne sont pas faciles à prendre. Mais en tout cas, nous leur disons que nous sommes à leur côté, que nous sommes en tout cas prêts avec eux à combattre davantage ce Covid-là pour qu'il sorte de notre département et de notre pays. Vous suivez votre émission Info Corona qui avait le plaisir de recevoir sur le plateau M. Serif Alassane Diao, secrétaire général du conseil départemental de Vélingara. Rendez-vous très prochainement avec un autre numéro d'Info Corona. Je vous remercie. But this is before it propagate all around the world. Oh, Jah, the Almighty, please protect
temps de nous ravaser comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.